cet organisme dans le paysage de la retraite. C'est l'organisme qui gère les retraites des salariés du privé. C'est un des régimes de base, il y a 3 régimes de base, le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux dans leur ensemble. Donc la CARSAT du Sud-Est a plusieurs missions. Alors, il y a 16 CARSAT, ce sont des organismes à dimension nationale, et c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui est l'organisme national qui gère l'ensemble de ces CARSAT. Alors les missions de la CARSAT, c'est en premier lieu, et c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est la préparation de la retraite, le conseil auprès des assurés et des employeurs sur la retraite, la préparation de la retraite. Et il y a aussi d'autres missions qui sont gérées par les CARSAT qui concernent le domaine des risques professionnels avec la prévention des risques professionnels, prévention d'accidents du travail et des maladies professionnelles, et dans le domaine de l'action sociale également à destination des retraités et des futurs retraités. Alors je vous l'ai dit, la CARSAT couvre les régions PACA et Corse. Nous avons près de 1650 salariés qui couvrent l'ensemble des missions dont je vous ai parlé. Sur tout le territoire, au service de nos publics, nous avons des agences retraite. Et vous les trouverez si vous voulez les identifier sur le site de la CARSAT, le site régional de la CARSAT du Sud-Est. Vous avez la liste des points d'accueil et des agences retraite. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 13 milliards de prestations d'assurance vieillesse qui ont été versées en 2024 et 1,3 million de retraités bénéficiaires de pensions en France et à l'étranger. On précisera plus loin, la retraite, le droit personnel en tout cas est versé pour des retraités qui ont cotisé et qui peuvent résider en France ou à l'étranger. Alors, le régime de base, le régime général couvre les salariés et les indépendants. Il y avait un régime des indépendants qui a été intégré au régime général en 2018. Nous avons ces 2 grandes catégories de population qui sont couvertes depuis 2018. Alors, je ne vais pas revenir sur les notions de base qui ont été très bien expliquées dans la vidéo. Le salarié et l'employeur cotisent pour la retraite en fonction du salaire versé. Le montant des cotisations sert à payer les pensions des retraités. Et on va parler de trimestres acquis durant la carrière pour calculer la pension de base. Alors qu'on va parler de points pour la retraite complémentaire. Alors, pour pouvoir liquider la retraite, et chacun d'entre nous est concerné, nous avons chacun en fait un compte individuel. Chaque salarié a un compte individuel qui est alimenté tout au long de la carrière sur ce compte individuel sont enregistrées toutes les activités professionnelles, mais aussi les périodes dites assimilées, la maladie, le chômage par exemple. Et c'est ce compte individuel qui va permettre ensuite de calculer le montant de la retraite. Alors c'est très important, et c'est très important que vous puissiez vous-même, je pense que vous l'avez sans doute fait, vous puissiez vous-même accéder à votre compte individuel pour pouvoir bien comprendre comment se compose votre compte. Et c'est accessible sur l'assurance retraite. Si vous ouvrez votre espace personnel, vous avez accès à un espace personnel avec toutes vos données et vous allez y retrouver votre carrière, qui peut comporter quelquefois des trous d'ailleurs, et c'est là que la CARSAT intervient pour régulariser ce qu'on appelle régulariser la carrière, c'est-à-dire compléter les périodes qui sont manquantes, pour lesquelles vous avez travaillé, mais qui n'ont pas été reportées au compte pour une raison ou pour une autre. Alors c'est l'employeur qui fait ces déclarations, et c'est ce qui permet d'alimenter le compte de chacun. Et aujourd'hui, il existe un répertoire, ça s'appelle le RGCU, le répertoire de gestion des carrières uniques, qui est alimenté par la DSN, la déclaration sociale nominative qui est réalisée par l'employeur chaque mois. Et c'est par ce système-là que tout est centralisé. Sur ce RGCU, tout est centralisé, quelle que soit votre activité, quel que soit le régime d'appartenance même. Voilà. Alors, pour vous poser un peu les bases de la retraite du régime général, il y a 3 grands types de droits. Le droit propre, c'est la retraite personnelle.
La CARSAT du Sud-Est va verser en 2025 plus de 77 000 retraites, va liquider en fait plus de 77 000 retraites pour 2025. Alors, une précision, c'est important, hein, quand une demande de retraite, en moyenne, il faut 4 mois, alors un peu moins on va dire, mais en tout cas il faut la déposer 4 mois avant la date à laquelle on veut partir à la retraite, c'est important de le savoir, 4 à 5 mois avant le départ, de façon à bien préparer, à bien vérifier la carrière, la reconstituer, ce sont nos termes, pour ensuite liquider le droit. Donc c'est le droit qui est acquis par l'assuré lui-même, en contrepartie de son activité professionnelle et des cotisations versées. Donc c'est le droit issu de la carrière. Ensuite, le droit dérivé, ou qu'on appelle aussi la pension de réversion, qui est ouvert en raison du lien avec l'assuré social, le conjoint ou l'ex-conjoint. Alors c'est une fraction de la retraite dont bénéficiait l'assuré qui est décédé, c'est en cas de décès, avec des conditions d'âge et de ressources. Versé à partir de 55 ans, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser. Donc c'est le droit dérivé. Et ensuite une autre prestation aussi, alors droit dérivé et puis l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, sont des prestations qui sont versées en bien moindre nombre, on va dire. Et donc l'ASPA est une allocation de solidarité qui vise à garantir un revenu minimum à partir de 65 ans, dès lors qu'on a un premier droit, le droit personnel, le droit de pension d'inversion. Il y a des conditions, résider en France au moins 9 mois dans l'année, c'est notamment une des évolutions qui ont été faites en 2023, c'était 6 mois, aujourd'hui c'est 9 mois dans l'année, et avoir demandé toutes ces retraites, donc je le disais. Il y a aussi des conditions de ressources, avec respect d'un plafond de ressources. C'est une prestation qui est récupérable sur succession, à partir d'un seuil de 100 000 euros. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi dans le conseil à apporter aux salariés, c'est important. Donc voilà pour vous poser un peu le décor, on va dire, sur cette première présentation. Merci pour tous. Les informations que l'on applique actuellement, les textes applicables actuellement qui ne prennent pas en compte la proposition de suspension de la réforme des retraites qui a été proposée là dernièrement et qui fait l'objet actuellement d'un débat parlementaire. Donc on est sur ce qui avait été modifié à l'époque du gouvernement Brown. Alors là, on reste sur effectivement la réforme de la retraite de 2023. Avant même de rentrer dans les notions, il faut rappeler qu'il y a plusieurs conditions pour pouvoir passer à la retraite. Déjà, il faut en faire la demande. La retraite n'est pas automatique, il faut déposer une demande réglementaire ou, par le biais de votre compte personnel, solliciter une demande de retraite en ligne. Il faut également avoir une carrière, évidemment. Il faut cesser son activité et il faut atteindre l'âge légal. Alors, qu'est-ce que l'âge légal ? L'âge légal, c'est le minimum, l'âge minimum pour pouvoir prétendre à la retraite. Alors, cet âge est déterminé en fonction de l'année de naissance de l'assuré. La réforme de 2023 a rehaussé l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. Ce qui signifie que pour un assuré qui est né entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, la réforme a prévu un rehaussement progressif du nombre de l'âge de départ avec un rehaussement entre 62 et 64 ans à raison de 3 trimestres supplémentaires par année de naissance. À partir de 61. Comment ? À partir de 61. À partir de la date de naissance, à partir du 1er septembre 1961, merci. Effectivement. Donc là, aujourd'hui, pour les assurés nés en 1968, l'âge légal de départ est 64 ans. Mais attention, cet âge légal ne donne pas droit automatiquement à une retraite pleine, c'est-à-dire entière. Il faut aussi acquérir un certain nombre de trimestres, une durée d'assurance, qui va dépendre là aussi de l'année de naissance de l'assuré. Donc la réforme des retraites de 2023 a également, à côté de la rehausse de l'âge, a également augmenté cette durée d'assurance
qui est passé donc à 172 trimestres pour un assuré né en 1965. Avec là également, suivant votre année de naissance entre 61 et 65, un rehaussement de la durée progressive de la durée d'assurance. Voilà. Donc, en fonction de cette durée d'assurance, si vous atteignez la durée d'assurance maximale qui est fixée, par exemple, pour une personne née en 1965, les 172 trimestres, et qui a l'âge légal de la retraite, il peut prétendre à un taux plein, c'est-à-dire à une retraite complète, et bénéficier dès l'âge légal de son départ à la retraite. Toutefois, il peut y avoir des cas également où, arrivé à l'âge légal, vous n'ayez pas la durée d'assurance qui est remplie. On bascule à ce moment-là dans un taux minoré, dit minoré, puisque la retraite va être minorée d'autant de trimestres qu'il vous manque par rapport soit à la durée d'assurance maximale, soit à l'âge de départ en retraite à taux plein. Donc c'est aussi ce que l'on appelle la décote. On a un coefficient de minoration qui est appliqué sur la pension. Mais vous avez un âge légal de départ à la retraite qui, peu importe le nombre de trimestres que vous obtenez dans votre carrière, du moment où vous atteignez cet âge qui est fixé aujourd'hui à 67 ans, vous bénéficiez de votre retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres sur votre carrière. Ce que je peux dire également au niveau de ce taux, donc on a un taux plein, on a une décote avec un taux minoré si on n'a pas le nombre de trimestres. Il y a également des situations qui permettent d'avoir un taux plein même si le nombre de trimestres n'est pas réuni. Ce sont des situations comme les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires de l'allocation adulte handicapé ou encore les personnes qui sont reconnues inaptes à l'âge légal. Alors, la minoration d'un trimestre est fixée à 0,625%. Donc, le nombre de trimestres qui va être en moins par rapport à la durée d'assurance maximale est multiplié par ce coefficient de minoration. Donc, évidemment, plus le nombre de trimestres manquants est élevé, plus la minoration sera importante. Au niveau, voilà ce que je peux vous dire un peu sur ces différentes thématiques. Oui, j'ai une autre question. Est-ce que, alors, la CARSAT, vous avez des outils particuliers que vous mettez à disposition? Qu'est-ce qui existe? Peut-être Magali? Oui, alors... pour calculer tout ça. Oui, alors pour faire des estimations en fait, il y a un simulateur qui est accessible, alors, je vais en parler souvent ce matin, mais c'est quand même une source précieuse d'informations sur l'assurance-retraite.fr. Il y a un outil de simulation, Marelle, qui permet de projeter à la fois l'âge de départ et le montant de la retraite, en fonction de ce que peut être l'évolution de votre carrière, mais aussi en y intégrant les enfants. Puisque quand on a des enfants, et pour les femmes, mais aussi pour les hommes et les femmes à partir de 3 enfants, il y a des bonifications en termes d'âge de départ et de montant. Donc oui, il y a des outils qui existent pour simuler ces... Donc le site de l'assurance retraite, c'est ça? L'assurance retraite. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer. Alors la réforme, peut-être faire dans le sens inverse, mais vous dire que la réforme n'était pas enchantée, je pense que tout le monde l'a compris. On a fait 14 manifestations dans la rue en 2023, donc évidemment on n'était pas favorable. Je tiens à faire une précision, on n'était pas favorable à cette réforme-là, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à une réforme des retraites. J'aimerais d'ailleurs par rapport au film peut-être dire 2-3 mots par rapport à ce que j'ai entendu. Il n'y a pas eu dans ce pays depuis 25 ou 30 ans de véritable réforme des retraites en fait. Et je crois que c'est ça le problème. Parce que depuis 30 ans, on bouge un paramètre
dans les retraites. Et ça a été expliqué dans le film. On a un système par répartition, on est très attaché à la CFTC au système par répartition. Il y a des difficultés dues à l'économie qui est plus ou moins florissante, avec un taux de croissance qui est plus ou moins florissant, avec le vieillissement de la population, enfin, toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Et donc on joue sur un paramètre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à longueur de temps, on parle de réforme paramétrique. Et ça a été dit, soit on bouge l'âge légal, soit on augmente le nombre de trimestres, soit on peut bouger sur le taux de cotisation, faire payer un peu plus cher, soit on peut baisser les pensions, ce qui n'a encore jamais été tenté depuis 30 ans. Je pense que ça sera quand même le plus compliqué. Mais en fait, ça résout quasiment jamais le problème des retraites. Et d'ailleurs, vous voyez, tous les 5 ans, à peu près, on a une réforme des retraites. Enfin, on bouge un paramètre dans les retraites. La plupart des paramètres, lorsqu'on les bouge, et d'ailleurs il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très intéressant, qui nous montre que bouger l'âge légal, c'est très efficace financièrement sur du court terme, beaucoup moins sur du moyen et sur du long terme. Donc ce qui fait que comme c'est efficace sur du court terme, on bouge l'âge, il y a de l'argent qui rentre, ça marche très bien. Électoralement, c'est facile. Alors c'est pas forcément facile de reculer l'âge électoralement, mais en tout cas, ça je suis pas sûr. Mais par contre, c'est très efficace sur le budget des 2 années qui suivent. Beaucoup moins par la suite. Et donc, comme c'est beaucoup moins efficace par la suite, eh ben, celui qui arrive après refait une réforme et on redémarre. Et donc, tous les 5 ans ou 6 ans dans ce pays, on met le feu dans le pays. Et quand je dis le feu, c'est le feu social, avec des manifestations, des colères, etc. Et donc, on a toujours estimé à la CFTC que, oui, il fallait faire une réforme des retraites, parce que le système actuel, il est compliqué. Quand même très peu d'actifs par rapport au nombre de retraités aujourd'hui. Hein. C'était 1 à 4 le rapport quand on l'a créé, on est à 1 pour 1,5. Je vais résumer rapidement aujourd'hui, ce qui est compliqué. On a une croissance qui n'est pas très bonne, on a de l'emploi des seniors qui est une énorme difficulté, parce que le problème de cette réforme, et souvent le problème des retraites, c'est qu'on prend les sujets en sens inverse. Ça sert à quoi de reculer l'âge légal quand on a déjà la moitié des salariés qui arrivent à la retraite et qui sont déjà plus en activité? Une personne sur 2 en France aujourd'hui qui arrive à la retraite est soit au chômage, soit en maladie, soit en invalidité. 1 sur 2 quasiment, 48% je crois si on veut être exact. Enfin, ça a légèrement baissé avec la réforme depuis parce que ça a légèrement augmenté le nombre d'emplois des seniors, mais c'est juste énorme. Donc il y a déjà un sujet à traiter qui est le sujet de l'emploi des seniors. Et d'ailleurs, on va avoir une énième conférence retraite, mais au moins pour une fois, on aura une conférence retraite et emploi pour traiter les 2 sujets. Parce qu'on a quand même, alors il n'y a pas trop de... Pour une fois, j'ai pas de patron avec moi sur la tribune, mais on passe le temps à venir nous dire qu'un senior c'est formidable, que le senior c'est corporate, le senior c'est la culture de l'entreprise, c'est l'histoire de l'entreprise. La main sur le cœur, que c'est le tutorat, c'est l'expérience, qu'il n'y a rien de plus formidable qu'un senior. Et en fait, on se rend compte dans notre pays que les premiers qui subissent les plans de licenciement, c'est les seniors. Ceux qui galèrent à retrouver un boulot, c'est les seniors. Les courbes montrent qu'à 58 ou 59 ans, la plupart du temps, on essaye en tout cas de vous mettre dehors de l'entreprise. Et donc, tant qu'on ne règle pas ce sujet-là, on aura aussi une difficulté supplémentaire sur la retraite. Je veux tordre le cou aussi à une rumeur, entre guillemets, et je pense qu'il faut prévenir les nouvelles générations. Ce discours de nous, la nouvelle génération, je ne parle pas de moi, je parlais de ceux qui ont 20 ans ou 25 ans, on n'aura pas de retraite, c'est pas vrai, il y aura une retraite pour les futures générations. Donc il faut absolument tordre le cou à ce discours-là. Maintenant, jusqu'à quel âge il faudra travailler? Combien de trimestres il faudra travailler? Et quelle pension de retraite on aura? Ça, c'est des vraies questions. Enfin, ils auront, ça, c'est des vraies questions. Mais la question n'est pas est-ce qu'il y aura une retraite ou pas. Donc c'est important quand même, y compris jeune, d'y penser un tout petit peu, de la préparer, de faire attention au trou de la raquette, de faire attention quand on travaille à l'étranger, de faire remonter ses droits, enfin, de ne pas dire la retraite, je m'en fous, je pense à rien parce que j'en aurai pas. Non, il y aura une retraite. Un autre sujet qui a été abordé et qui est très important dans le film, c'est la question système par répartition, système par capitalisation. Je vous ai dit en introduction qu'on était très attaché à la CFTC pour un système par répartition.
Est-ce que pour autant, il ne faut pas parler de capitalisation? Je pense que c'est une erreur de ne pas en parler. Pour deux raisons simples. La première raison, c'est que ça existe déjà. Ça existe en partie dans la fonction publique, petite dose. Ça existe dans des grosses boîtes qui vont avoir des plans interentreprises. Voilà. Donc ça existe déjà, mais les 3/4 du temps, ça existe pour des salariés. Et comprenez ce que je veux dire, voyez pas de mauvais esprit dans ce que je dis, pour des salariés qui sont déjà plutôt avantagés, parce que plutôt dans une bonne boîte, parce que plutôt dans une grande boîte où j'ai de l'intéressement, de la participation, plutôt dans une boîte où il y a un salaire qui est correct, voilà. Donc ça existe déjà. Et on a signé, les partenaires sociaux, il n'y a pas très longtemps, un accord national interprofessionnel de partage de la valeur qui favorisait le développement de la participation et de l'intéressement dans le maximum de boîtes, y compris les petites boîtes de moins de 50. Mais la participation et l'intéressement, derrière, c'est déjà une première étape de capitalisation. Voilà. Donc ça existe déjà. Sauf que ça ne bénéficie pas aux salariés les plus modestes, proches du SMIC. Les 3/4 du temps, ça ne leur bénéficie pas. Donc dire il ne faut pas en parler, c'est continuer, je pense, de privilégier plutôt ceux qui sont déjà privilégiés et de fermer les yeux sur ceux qui ne le sont pas. Certains de nos concurrents, je pense à des couleurs plutôt rouges, même rouge vif, nous disent oui, mais si on met un petit doigt sur la capitalisation, on met un petit doigt, derrière ça va être le bras, le corps entier, et donc demain le système par répartition il existera. Moi je crois pas. Je crois même l'inverse. Je crois qu'une dose de capitalisation sauvera le système par répartition. Vous voyez, je pense carrément l'inverse. Le système par répartition est très important, c'est notre pilier, il faut le garder. Je ne parle pas forcément, dans le film, il y a parlé d'un système mixte, je dirais presque pas un système mixte, simplement de réfléchir à un étage supplémentaire, avec un étage supplémentaire de capitalisation. Je pense que je pense que c'est l'une des solutions. La deuxième solution, et ça vous le savez tous, c'est qu'on pense, nous, qu'il faudrait une véritable réforme, et donc on a toujours défendu et on continue à défendre un système universel par points, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en France, on a 42 systèmes de retraite différents. Nos amis de la CARSAT n'en ont pas forcément parlé, parce qu'elle représente certains systèmes, mais pas tous, par définition. Mais quand vous avez 42 régimes, ça ne peut pas être juste. Ça peut pas être, mathématiquement, ça ne peut pas être juste. Donc on aimerait qu'il y ait un peu moins. Alors certains disent universel, alors un régime par points, qui permet d'ailleurs que chaque heure travaillée soit cotisée et donc rapporte à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des montants minimums à obtenir pour que le trimestre soit validé. Donc chaque heure travaillée n'entraîne pas forcément une cotisation qui est prise en compte pour la retraite. Enfin, en tout cas, une partie salaire ou partie trimestre. Après, certains disent qu'il faudrait peut-être passer de 42 à 3 régimes. Un régime privé, un régime public, un régime indépendant. Ça me paraît aussi tout à fait intéressant comme réflexion. Ce qui est important, c'est d'avoir, je pense, un système par points. Après, est-ce qu'il soit universel ou est-ce qu'il y ait 3 régimes? Pourquoi pas y réfléchir, mais il faut sortir des 42 régimes. Et puis la dernière chose que je voulais dire qui me paraît important dans les sujets qui me paraissent majeurs, j'ai dit qu'un des sujets majeurs c'était le taux d'emploi. C'est pas possible avec une personne sur deux qui arrive à la retraite et qui n'est plus en activité, c'est juste dingue. Mais le deuxième sujet, qui est le sujet pour moi capital, c'est le sujet de la pénibilité. C'est pas la question de l'âge. Enfin, je veux dire, ça veut rien. Enfin, je vais sortir une horreur. Ça ne veut pas rien dire l'âge légal à la retraite, parce que c'est un minimum pour pouvoir accéder à sa retraite, etc. Mais l'enjeu, c'est pas les 62, 63 ou 64 ou 65. L'enjeu, c'est pour qui 62, 63, 64 ou 65. L'enjeu, il est là. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans un bureau. On peut me faire travailler jusqu'à 65 ans, ça ne sera pas grave. Je dis pas que j'ai pas de la pénibilité. Parce que je pense faire des horaires et avoir de la pénibilité dans mon travail. Quand on parle de pénibilité, d'ailleurs, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre avoir de la pénibilité dans son travail. 100% des personnes ont de la pénibilité dans leur travail. Mais avoir une pénibilité qui doit permettre un départ anticipé par rapport à l'âge légal. Ce n'est pas la même chose. J'estime avoir de la pénibilité dans mon travail. Passer 8 heures par jour avec les politiques, c'est pénible.
faire 70 heures par semaine, c'est pénible. Je n'estime pas que je dois bénéficier, supporter Rémi Boulet de la fonction publique, c'est pénible, Raymond, Angélique, voilà. Mais non, je plaisante, mais je ne pense pas que ça nécessite que j'ai un départ anticipé. Et la pénibilité n'a jamais été traitée dans notre pays. C'est même pas aujourd'hui les personnes qui ont les métiers les plus pénibles qui partent le plus tôt à la retraite dans notre pays. C'est pas dingue ça? Je prenais cet exemple, j'en parlais avec nos amis de la CARSAT tout à l'heure, j'étais en déplacement à la SNCF, je vais visiter, je prends cet exemple-là, j'ai absolument rien contre la SNCF, voilà. Mais il y a un métier, enfin le métier le plus pénible à la SNCF de manière incontestable, c'est les personnes qui posent les voies, qui font les réparations, c'est le métier le plus pénible. Il n'y en a plus aucun qui est statut SNCF. Ils sont tous privés. Par contre, vous allez aller, et j'ai encore rien contre les assistantes de direction, c'est pour vous montrer l'exemple. Vous allez aller dans un bureau, vous allez voir une assistante de direction, qu'elle soit assistante de direction d'un patron de la SNCF, que ce soit la mienne, que ce soit celle de la CARSAT, ou celle de Préfond, ou celle que vous voulez, c'est le même métier. Elle est encore statut SNCF, et elle part 6 ans avant celui qui est sur les voies. Enfin, je veux dire, il y a quand même un problème de fond. Je suis pas en train de... Écoutez, enfin, comprenez bien ce que je vous dis. Hein. Je suis pas en train de vous dire que je veux faire partir plus tard la telle dame ou plutôt celui-là. Je dis juste que la pénibilité n'est pas prise en compte. Et pas forcément bien prise en compte. Il y a des critères, mais des tas de critères qui sont oubliés. Voilà. Moi, et souvent je le dis, moi, si on me demande de travailler 1 an ou 2 de plus, je veux bien faire cet effort à titre personnel. Si à côté, j'ai mon maçon ou mon couvreur qui a un métier hyper pénible et qui part 6 mois avant. Si moi, je travaille jusqu'à 65, mais que lui peut partir à 61 et demi, 61 ou 60, moi, je suis prêt à le faire. Après, je ne travaillerai pas 1 minute de plus pour que quelqu'un qui n'a pas un brin de pénibilité de plus que moi parte plus tôt que moi. C'est ça le vrai enjeu. C'est ça la vraie solidarité. Moi, je fais des efforts pour les personnes qui ont un métier qui mérite que je fasse un effort. Pas pour quelqu'un qui a ni plus ni moins de pénibilité que moi. Donc vous avez compris que je ne suis pas un grand fan des régimes spéciaux, mais ça vous le saviez depuis longtemps. Voilà, mais bon, passons. Mais sans parler de ça, la question principale, c'est la question de l'emploi. La deuxième question principale, c'est la question de la pénibilité. Quand est-ce qu'on sera capable dans ce pays de vraiment travailler et d'avoir des mesures sur la pénibilité, d'avoir des véritables comptes de pénibilité personnelle, où l'ensemble des critères soient pris en compte, public, privé, c'est pas la question, il y a autant de pénibilité d'un côté que de l'autre, avec des vrais critères. Et à ce moment-là, l'âge sera quand même beaucoup moins un problème, parce que qu'est-ce qu'on entend quand on parle aux salariés ? Toute une série de personnes qui vous disent « mais moi je peux comprendre intellectuellement que le régime est en difficulté, qu'il faut travailler un peu plus longtemps. À la limite, je peux même l'entendre. Juste que j'ai un métier où physiquement je ne suis pas capable de travailler plus longtemps. J'en suis juste pas capable. Et il faut entendre ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler plus longtemps. Voilà. Après, je vous rassure tous, sur le financement, il y a aussi d'autres sources de financement. Le film l'a très bien dit. Je reviendrai rapidement, mais 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie, il y a peut-être quelques milliards qu'on peut récupérer là. Il y a des exonérations. Moi, j'arrive du secteur de la sécurité sociale. On a fait de plus en plus d'exonérations sur les salaires. Et après, on s'étonne que notre modèle social a de plus en plus de mal à se financer. Enfin, au bout d'un moment, quand on cotise moins, on a moins d'argent, quoi. C'est quand même, c'est assez logique. Voilà. Donc il y a peut-être la cotisation, et ça faisait partie de nos propositions aussi de revoir légèrement à la hausse les cotisations. Voilà. Donc c'est ça les questions clés. En tout cas, il faut se renseigner, il faut aller sur le site de la CARSAT, il faut aller sur le site de l'IRCANTEC ou de Préfond d'ailleurs, qui vous explique certaines choses aussi. Il faut s'y intéresser, il faut construire sa carrière. Il faut faire attention aux périodes hachées qu'on peut avoir. Je termine juste sur ça, mais il y a quand même eu un truc bien du conclave, c'est qu'on a quand même réussi à travailler sur la retraite. Alors on dit sur la retraite des femmes. Non, on a travaillé sur la retraite des femmes. Enfin, on a travaillé surtout. On a obtenu une mesure pour la retraite des femmes avec enfants. 100% des femmes n'ont pas des enfants, mais ça ne concerne que les femmes qui ont des enfants. Mais au lieu que la retraite soit calculée sur les 25 meilleures années,
À partir de maintenant, quand une femme a un enfant, on calculera sa retraite sur les 24 meilleures années, 2 enfants et plus sur les 23 meilleures années. Ça peut paraître, quand on le dit comme ça, dérisoire, mais sur des personnes qui ont des carrières hachées, et malheureusement les femmes ont beaucoup plus des carrières hachées que les hommes, retirer 1 année ou 2 dans le calcul de la retraite, quand des fois vous avez eu 20 ans ou 22 ans avec un bon salaire, et puis vous avez eu dans votre carrière 22 ou 23 ans avec des salaires beaucoup plus faibles, 1 an ou 2, ça peut jouer entre de 20 € par mois jusqu'à parfois 100 € par mois sur les estimations qu'on a fait. Alors il y en a beaucoup plus à 20 qu'à 100, je vous rassure ou je ne vous rassure pas, mais ça joue parfois sur plusieurs dizaines d'euros par mois sur la retraite, ce qui n'est pas rien, et ce qui est au moins le petit acquis du conclave. Au moins, on ne sera pas allé au conclave pour rien, on aura eu raison d'y aller nous, parce qu'on aura au moins obtenu ça par rapport à ceux qui critiquent tout le temps, mais qui sont allés à rien, et que ce n'est pas dû à eux, cette mesure. Voilà, j'ai été encore trop bavard et trop long comme d'habitude. Merci, Président. Disposition sur demande. Pour ça, il suffit simplement de flasher le QR code qui est là. Donc, ne le faites que si vous avez besoin de l'attestation.